La prévention solaire à La Réunion, ce sujet vous intéresse? Nous allons en parler dans quelques instants. Avec nous, le professeur Antoine Bertolotti, PUPH au service des maladies infectieuses et dermatologie au CHU Sud de La Réunion. Nous avons vu que presque 40% des cancers cutanés à La Réunion pouvaient être liés à l'exposition solaire professionnelle. Restez avec nous, nous allons en parler maintenant. Je suis heureux de vous accueillir sur ces causeries consacrées à la prévention du risque solaire à La Réunion. Nous sommes très heureux de recevoir le professeur Antoine Bertolotti du CHU Sud de La Réunion pour nous parler de la prévention solaire à La Réunion. Et du coup, sur cette prévention solaire, par quoi pourriez-vous commencer? Que pouvez-vous nous dire? Bonjour et merci beaucoup de me recevoir sur le plateau des causeries. La prévention solaire est un sujet qui m'intéresse énormément depuis que je suis rentré à La Réunion et qu'on a énormément développé avec l'association Mission Soleil Réunion et toute l'équipe. Déjà, je pense qu'il faut commencer par ce que c'est que l'UV, l'indice ultraviolet. Donc c'est les rayonnements qui sont envoyés par le soleil. On est en catégorie 3 principalement, A, B et C. Et surtout l'UVA et l'UVB vont risquer de nous arriver sur la peau. Ce qui est, à mon avis, important déjà de commencer à dire, c'est que les rayons ultraviolets, on en a besoin dans notre quotidien. Ce sont les rayons qui nous permettent d'être heureux, qui nous permettent de régler notre rythme de vie entre le jour et la nuit. Et puis, c'est aussi ce qui va nous permettre de synthétiser la vitamine D et donc d'avoir des os solides. Par contre, bien entendu, les ultraviolets ont tendance à faire certaines pathologies. Donc, bien entendu, on connaît le vieillissement de la peau, les taches solaires éventuellement, les rides. On connaît aussi les coups de soleil qui peuvent être très douloureux. Et puis, ce qu'on oublie aussi parfois, c'est toute la teinte oculaire. Les yeux sont concernés par les ultraviolets, les cataractes, éventuellement les ptérygions, des petites tumeurs fibreuses qui peuvent apparaître sur les yeux. Et bien entendu, les cancers cutanés, le mélanome vraiment en tête de liste, mais aussi les carcinomes basocellulaires et carcinomes épidermoïdes. Donc un certain nombre d'effets positifs tout de même et des effets négatifs. Bien trouver la juste balance sur cette exposition. Et du coup, donc on a vu plusieurs types d'UV. Alors l'état des lieux à La Réunion, du coup on a des cartographies des expositions UV et du coup ces indices, c'est les A, B, C, D. Alors, comme on peut le voir sur effectivement cette diapositive, on note en fait une grande hétérogénéité entre l'indice ultraviolet de métropole et l'indice ultraviolet de La Réunion. Parce que si on prend en plein été en métropole, on va être sur des indices ultraviolets qui vont tourner entre 7, 8, 9. Et on sait que c'est à partir d'un indice ultraviolet déjà de 3, 4 qu'il faut commencer à se protéger. Lorsque l'on arrive sur des indices ultraviolets à plus de 11, on est sur des caractères extrêmes de l'indice ultraviolet. Et vous le voyez à La Réunion sur ces diapositives, on est sur des indices ultraviolets qui sont souvent bien au-delà de 11 en été. Là, c'est une photo de février. Mais il faut bien imaginer que même en plein hiver, on est entre 7 et 8. L'indice ultraviolet, attention, ne correspond pas à la chaleur. Il correspond à une incidence qui va arriver sur votre peau, une puissance. Et celle-ci, plus vous êtes en altitude et plus elle est élevée. Donc quelqu'un qui travaille, un agriculteur en haut de la plaine des Cafres à plus de 1000 mètres d'altitude, va recevoir des indices ultraviolets qui vont être extrêmement forts toute l'année, même s'il y a un petit voile nuageux. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a déjà vu ou a en tête les touristes qui vont sur le pas de Bellecombe, qui ont quasiment rien comme habit pour se protéger du soleil, et ils se disent « Oh, il fait un peu frais, et puis il n'y a pas trop de soleil parce qu'il y a un peu de nuages, et le soir, ils sont en rouge cramoisi, ils ont pris un bon coup de soleil. » Donc, clairement, il faut se méfier en permanence des UV à La Réunion. Alors, justement, sur les touristes qui n'ont pas d'habit, moi, un de mes grands questionnements, c'était l'acceptation des protections solaires. Et là, j'ai vu que vous aviez réalisé une étude sur... Ouais.
Alors effectivement, sur cette diapositive, on voit les différentes études que l'on a pu mener ces dernières années. L'association Mission Soleil Réunion s'est concentrée sur déjà la prévention solaire auprès des enfants. En effet, on s'est rendu compte qu'à La Réunion, on avait un taux d'incidence, donc un nombre de mélanomes qui était beaucoup plus important que ce qui existait en métropole. Et le taux, en fait, rejoignait davantage ce qui se passait en Australie qu'en métropole. Donc, à partir de là, on s'est dit, il faut qu'on agisse, et on sait que le principal facteur de risque de cancer et de mélanome, c'est les expositions solaires acquises pendant l'enfance. Donc, c'était une priorité pour notre association d'agir dans les écoles, et donc il y a eu différentes études qui ont pu être réalisées. Vous voyez ici la liste des auteurs, des thèses de médecine qui ont été réalisées, avec toute l'équipe de Mission Soleil Réunion et sous l'impulsion de Nathalie Sultan-Bichat, qui est une de mes collègues au Shore. Et on a pu, par exemple, faire une enquête dans différents établissements où on est venu avant et après une intervention de l'association pour former et informer les enfants et de voir un peu s'ils changeaient leur comportement. Et on a pu voir que dans les cours de récréation, par exemple, ils allaient mettre plus de casquettes lorsqu'on était arrivé que quand on n'était pas venu. Il y a une autre étude qui a été faite. On a fait passer des questionnaires de connaissances et de comportement. Et surtout, ce qui a été intéressant dans cette étude, c'est qu'on y a greffé un questionnaire quelques mois après auprès des parents de ces enfants. Et entre autres, on leur demandait, mais est-ce que les enfants vous ont parlé de l'association? Donc on était passé, alors non, 60-70% des cas, ils disaient oui, effectivement, on en a entendu parler. Et est-ce qu'ils ont changé leur comportement entre avant et après? Et ils nous disaient, écoutez, clairement, et surtout sur, par exemple, le port du lycra, parce que 70% d'entre eux ne portaient pas de lycra avant votre intervention. Et maintenant, la majorité d'entre eux demandent à en porter. Donc l'idée, ce qui est très intéressant par là, c'est la pédagogie que vous pouvez faire par l'intermédiaire des enfants vers les parents pour que les enfants de même puissent demander à leurs parents d'apporter du matériel de photoprotection pour le week-end quand on est à la plage ou quand on est en montagne. On dit lycra, mais ça peut être aussi des vêtements amples. L'idée, c'est de se protéger physiquement tant que possible et bien sûr de rajouter de la crème solaire en parallèle. Alors, parce que c'est ce qu'on avait vu précédemment sur la prévention du risque solaire, alors notamment en milieu professionnel, c'était de mettre des vêtements couvrants. Tout à fait. Donc, plus tôt on informe les personnes sur les bienfaits de ces vêtements couvrants, plus ils vont conserver l'habitude de les porter. De les porter, tout à fait. Et donc ça, c'est aussi très très intéressant parce que vous voyez à quel point les enfants boivent tout ce que vous pouvez leur donner comme information, et ils vont être un message de la bonne parole finalement. Et on voit aussi d'année en année un effet boule de neige où les enfants, parce qu'ils se protègent, les autres arrivant dans l'école commencent aussi à se protéger. Et donc aujourd'hui, l'association Mission Soleil Réunion couvre près de 300 établissements sur les 550 de la Réunion. Donc on avance, forcément on a besoin de moyens, on a besoin de ressources humaines pour avancer, mais avec juste une intervention par an, on parvient déjà à faire changer des comportements. Et l'autre élément aussi qu'on avait fait, on avait fait une thèse avec 3 internes où on avait interrogé de manière qualitative les parents, les enseignants et les enfants, et on avait essayé de voir un peu quels étaient les freins et les limites, et on voyait qu'en fait il y avait une mauvaise coordination au niveau des établissements, et finalement l'organe de l'école était un facteur limitant parce que ne favorisait pas les communications qu'il pouvait y avoir entre les parents, les enseignants, les directeurs d'école qui sont déjà submergés par des quantités de choses. Et donc c'est vrai que le fait qu'il y ait une intervention extérieure permettait de vraiment clarifier ces éléments. Alors du coup, est-ce que ça renvoie sur l'intervention extérieure? Là, ça renvoie sur l'essai clinique randomisé que vous avez réalisé dernièrement, ou pas du tout. Oui, si, tout à fait. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les études dont je vous ai parlé avant, c'était des études qui étaient avec des questionnaires, qui étaient faits en avant-après, mais qui n'étaient pas assez bien codifiés d'un point de vue scientifique. Et donc nous, en tant que scientifiques, c'est important d'avoir des données robustes, et une des méthodologies les plus robustes, c'est de faire un essai randomisé. C'est-à-dire qu'on prend un panel d'établissements, on fait une randomisation, et on va tirer au sort
secteurs et on va dire, vous, telle classe, telles écoles, vous allez participer. Et nous, ce qu'on a fait, qu'on voit sur cette diapositive, c'est effectivement cet essai clinique randomisé où on a regroupé à peu près 80 établissements dans différents groupes de prise en charge, d'accord ? Et l'idée, c'était de pouvoir évaluer en faisant un questionnaire AM0 et 6 mois plus tard, de voir si on avait une évolution des connaissances sur la prévention solaire, mais également des comportements et des attitudes qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis du soleil. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un groupe sur lequel on ne faisait rien de particulier, si ce n'est qu'on leur faisait passer le questionnaire. Et on pouvait d'ailleurs constater que le fait déjà de venir faire passer un questionnaire pouvait soulever des questionnements des enfants envers leurs enseignants et que sur les 6 mois, ils pouvaient éventuellement se dire moi, j'aimerais bien quand même qu'on réponde à ces questions parce que j'ai pas eu ma réponse. Et puis, à côté de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en comparaison le programme Vivre avec le Soleil, qui est un programme national et qui est accessible par tous les enseignants sur la France métropolitaine et domienne, où les enseignants peuvent accéder à un programme pédagogique, un contenu pédagogique qu'ils peuvent insérer dans leur programme annuel. Et à ce moment-là, proposer des ateliers de fabrication d'outils pour la prévention solaire ou de jouer avec les ombres ou des choses comme ça, et qui a été créé par la famille Cesarini et qui est un outil intéressant, mais on se rend compte qu'en pratique, cet outil, s'il n'y a pas suffisamment de communication dédiée à ça en début d'année, les enseignants ne connaissent pas l'existence et ne l'utilisent pas. Et à côté de ça, on s'est dit, il faudrait qu'on puisse évaluer quand même, nous, notre intervention. On a toute une équipe de professionnels maintenant qui interagissent depuis plusieurs années dans les écoles et on sent qu'on rajoute quelque chose. On l'avait noté dans ces études qualitatives qu'en venant dans l'école, en passant une demi-heure, 1 heure avec les enfants, en faisant des jeux, en faisant des PowerPoint et autres, on arrivait à communiquer quelque chose. Donc c'était intéressant et on a rajouté un 4e bras qui était finalement de faire tout ça, plus de ramener du matériel de photoprotection, des casquettes, des lunettes, de la crème solaire et de faire Vivre avec le Soleil et Mission Soleil Réunion. Et alors ce qu'on a constaté, avec quand même un petit défaut qui était que le questionnaire n'était pas suffisamment adapté aux enfants et selon les classes d'âge en CP, CE1, c'était forcément plus difficile de remplir le questionnaire. Et bien ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, lorsque l'on combinait l'ensemble de ces choses-là, on avait de meilleurs résultats au questionnaire à 6 mois comparativement au début à l'inclusion. Et ça a incité, ça a engagé le fait de continuer à faire ces interventions, de réussir à trouver les moyens de pouvoir continuer à les faire et de les accompagner de différents outils de photoprotection, c'est-à-dire qu'il faudrait imaginer comme ça existe en Australie. Pour y avoir vécu pendant 1 an, mes enfants, à l'arrivée à l'école, ils avaient un chapeau obligatoire à prendre, qui était un chapeau à bord large, et lorsqu'ils étaient dans les cours de récréation, ils n'avaient pas le droit de jouer à l'extérieur s'ils n'avaient pas de chapeau. No hat, no play. Et voilà, ça règle les histoires à ce niveau-là. Donc voilà, après que l'on puisse fournir de la crème solaire éventuellement pour couvrir certaines zones du visage qui ne peuvent pas être protégées, ou des mains parce que les vêtements amples ne vont pas jusqu'aux mains, oui, je pense que ça peut être aussi intéressant. Mais on a plein d'outils divers et variés pour vraiment sensibiliser les enfants. Et donc, on voit que ça marche. Donc, forcément, ça nous encourage à avancer dans ce sens-là. Et donc, on est en attente de validation de cette publication au niveau international. Alors, justement, je vais vous poser la question, mais vous avez commencé un peu à y répondre. C'était les tranches d'âge des différents enfants. Et du coup, on voit bien qu'il y a une progression. Enfin, vous nous avez dit une progression sur le 1 plus 6 mois. Et a priori, il y a aussi une progression comparée à ceux qui n'ont que le questionnaire. Bien sûr. C'est vraiment, en fait, il y a effectivement une progression au sein même des enfants et il y a une progression par rapport à ceux qui n'ont pas eu d'intervention. On voit aussi qu'il y a bien entendu plus de points acquis. On va gagner 4-5 points contre gagner une quinzaine de points chez les enfants qui sont en CM2 par rapport à ceux qui sont en CE1, bien entendu, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de compréhension de tous les messages qu'on va donner. Ok. Alors du coup, donc ça c'était sur les enfants. Sur les professionnels, du coup, les adultes. Alors sur les adultes, forcément, une fois qu'on a réussi à s'investir sur les enfants, même si c'est pas gagné, on n'a pas encore toutes les écoles, l'idée c'est de pouvoir accompagner les adultes parce que nous, dans notre quotidien, en tant que dermatologue, on voit beaucoup de gens avec des cancers de la peau, donc il faut pouvoir agir. Globalement, à La Réunion, on a 2 grandes catégories de personnes concernées. On a des sportifs, qui vont faire le grand raid, qui vont faire de l'ultra-trail, du trail, du triathlon, du golf, du tennis, des sports aquatiques avec du kayak et autres, et qui vont être très, très, très exposés au soleil. Et puis, on va avoir de l'autre côté des travailleurs.
Et ça, c'était effectivement très important parce que comme ça, là, dans notre pratique au quotidien, on se rendait bien compte qu'on avait beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens de la maçonnerie ou du bâtiment qui travaillent en extérieur. Et il fallait qu'on trouve une solution parce qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a aucune reconnaissance de maladies professionnelles des cancers de la peau. Et quand on a interrogé nos collègues au niveau de la médecine du travail et surtout de la médecine au niveau de la sécurité sociale, on disait, nous, on ne reçoit pas de demande particulièrement. Mais c'est pas parce que finalement on n'envoie pas de demande parce que ça prend du temps quand on est médecin de faire tous ces dossiers que ça n'existe pas. Et donc il faut qu'on arrive à avoir des chiffres et on a réussi à tous les partenaires à se mettre autour de la table et dire allez, il faut qu'on trouve des financements et il faut qu'on mette en place ça parce qu'on sait qu'un actif sur 5 travaille au soleil en France, ça c'est des données nationales, que 1,5 million de travailleurs en France sont exposés 75% de leur vie professionnelle et qu'il faut réussir à éviter cette exposition solaire. Donc ce qui a été, on a commencé par une enquête, un peu comme on a fait pour les enfants, de pouvoir savoir quelles étaient leurs connaissances déjà à ces travailleurs et quels étaient leurs comportements. Donc on avait fait une petite enquête à La Réunion, on l'a faite aussi à Mayotte, chez les travailleurs mais également chez les sportifs. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la partie travailleurs, où on avait interrogé 200 travailleurs et qui nous rapportaient que ils travaillaient en extérieur 90% de temps entre 9h et 16h. Donc autant vous dire que c'est les pleines heures. Alors bien entendu, c'est les horaires, on va dire, de bureau, donc c'est les horaires habituels, mais c'est vrai qu'on sait que c'est là où les indices ultraviolets sont les plus forts, et donc il faut qu'on arrive à essayer de s'adapter en fonction de ça en termes de matériel, s'ils ne peuvent pas, eux, décaler leurs horaires plus tôt ou plus tard dans la journée. Ce qui a été intéressant dans le questionnaire qu'on a pu faire passer, c'est que globalement, à La Réunion, ils avaient un score qui était de 16 sur 20, donc qui était plutôt un bon score de connaissances, mais on a pu quand même noter certains éléments, certaines failles dans leurs connaissances. Donc, le fait de savoir qu'en fonction de l'heure à laquelle on travaillait, c'était plus nocif de travailler aux heures chaudes, ça, oui, ils pouvaient le comprendre, mais c'était pas finalement si intuitif que ça. Il y avait également les liens avec la vitamine D éventuellement, qui sont des questions très théoriques, et on peut comprendre que d'un point de vue ce soit pas que tout le monde ne le connaisse pas forcément, qu'un vêtement couvrant est plus efficace qu'une crème solaire pour se protéger du soleil, ça finalement les gens n'ont pas forcément connaissance, et donc d'avoir un vêtement ample, ça peut déjà être très très bien, et de couvrir le reste des zones avec la crème solaire, voilà. Et puis il y a également toute la partie oculaire qui est un sujet qui nous intéresse pas mal, parce qu'on nous dit oui mais vous êtes mignons, mais à La Réunion il y a que 30% de personnes qui sont de phototype clair et 70% sont plutôt métis et de phototype foncé. Donc, qu'est-ce qu'on en a à faire de votre protection solaire ? Et en fait, la protection solaire, elle concerne aussi les yeux. Et là, quelle que soit la couleur de peau qu'on a, on a tous des yeux. Et on est tous sujets à pouvoir faire éventuellement de la cataracte et de faire des ptérygions. Et d'ailleurs, on est en train d'écrire les articles sur le sujet. On est à 7 fois plus de chirurgie du ptérygion à La Réunion qu'en France métropolitaine, et on voit que les autres qui sont à 5-6 fois plus qu'en métropole, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et du coup, les 201 travailleurs, ils étaient en activité ou ils étaient déjà connus de vos services, ils avaient développé une pathologie ou Non, c'était vraiment des gens qui étaient en activité et qu'on a contactés par l'intermédiaire de la médecine du travail, et en ciblant bien entendu des gens travaillant en extérieur, hein. C'était l'objectif de pouvoir exercer sur eux. Donc c'est 98% des gens qui travaillent en extérieur et qui travaillent de 9h à 16h, ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir sur le sujet, quoi. Et du coup, après, il déclarait entre 1 ou moins de 1 coup de soleil par semaine ou par mois. Et tout à l'heure, vous nous avez dit, du coup, c'est l'accumulation d'UV qui va venir développer des différents cancers. Est-ce qu'il y a c'est déjà alarmant de se dire 1 coup de soleil par semaine ou Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Un coup de soleil par semaine, c'est énorme. Vous entraînez des altérations de votre épiderme, de votre peau, et donc du coup, au fur et à mesure des années, une moindre régénérescence, et donc l'accumulation de différentes particules qui vont faire que le cancer va plus être contrôlé et va se développer. Donc oui, c'est énorme. Donc on perd en fait en protection naturelle, Oui, tout à fait.
Ok, ça marche. Donc ça, c'était un peu pour les questions un peu théoriques sur la vitamine D. Mais du coup, il y avait aussi une question sur les vêtements couvrants. Donc, sont-ils plus efficaces qu'une crème solaire pour se protéger au soleil? Et là, du coup, en termes de... Ils sont plutôt bons, 57% de bonnes réponses. On aurait espéré que ce soit plus autour de 90%. Et où finalement les gens ont plus confiance dans la crème solaire que dans les matériels de prévention de physique. Or, encore une fois, la crème solaire, effectivement, c'est très coûteux. D'ailleurs, c'est dans les limites que l'on a pu voir quand on interroge les personnes sur pourquoi vous ne mettez-vous pas de crème solaire. Parce que c'est gras, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut en renouveler, parce que ça coûte cher. Et donc, oui, clairement, la crème solaire, elle est essentielle sur certaines parties du corps. Vous ne pouvez pas mettre de masque. Et encore, on pourrait imaginer qu'on puisse mettre des protections sur le visage et sur le dos des mains. Mais clairement, déjà, d'avoir des bons vêtements amples, longs, ça peut être très très largement suffisant d'avoir une protection avec au niveau de la nuque, et donc il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent là-dessus et qui proposent, on a vu ça sur un événement il n'y a pas longtemps, et c'est super, il y a des entreprises qui ont vraiment pris ce sujet de manière très très sérieuse et ils protègent extrêmement bien leur personnel, et sans cette connotation de dire c'est parce que je suis très protégé que j'ai très chaud. Non, en fait on a du matériel maintenant de qualité qui s'aère, qui peut se mouiller pour rafraîchir, et donc il ne faut plus que ce soit une limitation de se dire je vais avoir trop chaud. Non, non, c'est faux. Alors justement, là c'était sur les fréquences d'utilisation des photoprotections. Du coup, donc on retrouve le vêtement ample, le pantalon. C'est la crème solaire, là, le petit tube du coup. Oui, c'est ça. On voit que globalement, autant la casquette et les lunettes sont presque mis pour la moitié des participants. On aimerait quand même qu'on soit à 90-100%. Et là, on n'est qu'à 50% au mieux. Mais on voit par exemple qu'au niveau de la crème solaire, eh bien, on n'est pas du tout sur une utilisation. Les pantalons, ça dépend. On a encore beaucoup de gens en short et nous, on opère beaucoup de carcinomes, de cancer de la peau au niveau des jambes, par exemple. Et les vêtements amples, vous voyez, c'est 21% en permanence et une fois sur 3, une fois sur 4. Donc, clairement, on peut vraiment mieux faire. On peut vraiment mieux faire. Alors, du coup, c'est un peu paradoxal avec ce que vous disiez précédemment. Les gens préfèrent la crème solaire, mais finalement, au travail, ils ne la mettent pas. Non, c'est pas la colonne rouge de cette colonne, c'est n'en mets pas. N'en applique jamais. Donc, on est à 50% de gens qui n'appliquent jamais de crème solaire et 16% qui en appliquent tous les jours. D'accord. Mais... c'est vrai que voilà, la crème solaire, c'est souvent la même difficulté, c'est le coût, l'application. Si on travaille dans de la poussière, ça va coller davantage au visage. Et bien à ce moment-là, il faut trouver d'autres stratégies physiques pour pouvoir éviter ça. Alors normalement, quand on travaille dans la poussière, l'INRS préconise d'avoir un petit aspirateur à proximité. Oui, c'est ça. Mais bon, donc là, du coup, on a vu pour les enfants, l'acceptation, plus on la fait tôt, plus ça va être accepté sur du long terme, et avec aussi un peu une transformation du comportement des parents, donc de l'entourage. Pour les professionnels, donc à La Réunion, c'est en train d'évoluer. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore à 80-90%, mais... 50%, 1 sur 2 quand même. Et du coup, tout ça pour revenir vers finalement la reconnaissance de ce cancer professionnel. Alors, je vois qu'en Allemagne, c'est déjà reconnu. Oui, en Allemagne, c'est déjà reconnu depuis 2016. Et donc, quand je vous disais qu'on s'était tous mis autour de la table, c'était vraiment sur ce principe-là, de se dire, mais en Allemagne, ça existe, ils ont réussi, alors qu'ils sont dans un pays européen avec un risque solaire qui est quand même un peu moindre par rapport au nôtre. Oui, ils ne sont pas réputés pour leur plage. Voilà. Et donc, vous voyez, là, sur ce graphique, eh bien, en 2015, il y a 1400 dossiers qui ont été reconnus en maladie professionnelle. Et à partir du moment où ça rentre dans la nomenclature, ça rentre dans les habitudes, eh bien, tout de suite, il y a beaucoup plus de sujets qui se retrouvent reconnus. Et ça, c'est pas une augmentation du nombre de cancers, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que, eh bien, à partir du moment où l'État se met en route pour valider ça, eh bien, forcément, les médecins derrière vont mettre en place les mesures pour y arriver. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que derrière, si ça devient une maladie professionnelle, eh bien, c'est l'employeur qui doit essayer de mettre les mesures pour pouvoir
prévenir ces cancers. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est non pas pointer du doigt les employeurs, bien entendu, ils ont déjà énormément de choses à faire au quotidien, divers et variés, mais c'est de les sensibiliser et que ce moyen-là soit un bon moyen pour les sensibiliser, pour qu'éventuellement ils puissent y réfléchir pour adapter au mieux et faire de la prévention. Et il faut qu'ils soient aidés, par les tutelles, il faut qu'ils soient aidés par des associations pour effectivement proposer les meilleures gammes de produits pour protéger leurs salariés. Donc, du coup, ce n'est pas une augmentation du nombre de cancers, mais c'est bien une augmentation de la reconnaissance du caractère professionnel ayant entraîné ce cancer. C'est ça. OK. Et donc, du coup, nous, à La Réunion, qu'est-ce qu'on a là sur le champ de la reconnaissance? Alors, nous, à La Réunion, on a dit, bon, allez, maintenant, il faut qu'on avance. Donc, pour avoir des estimations de nombre de cancers attribuables aux UV professionnels, eh bien, il faut qu'on fasse une étude de grande ampleur. Okay, donc, on a fait des écritures de protocole, on s'est mis tous autour de la table pendant plusieurs mois, on a validé ça avec des comités de protection des personnes, et puis on a commencé avec, une fois les financements obtenus, et je remercie énormément le soutien de la CGSS pour pouvoir nous avoir permis de répondre à ces questions-là et de nous avoir accompagnés. Je remercie également l'Observatoire régional de santé qui nous a accompagnés sur la méthodologie avec le Centre d'investigation clinique INSERM 14i du CHU et qui nous ont permis de vraiment bien matérialiser ça. Eh bien, il a fallu commencer à appeler des patients et voir ce qui en était. Donc, en fait, on a repris tous les patients qui avaient eu un cancer cutané durant une année et on les a contactés pour leur faire passer un questionnaire et faire un peu l'état des lieux de quelle profession ils faisaient et puis s'ils faisaient une profession exposée au soleil, eh bien, combien d'heures ils passaient à l'extérieur, à quels horaires, est-ce que c'est plutôt à 6-8 heures ou est-ce que c'était plutôt à midi 14 heures, et puis aussi, bien entendu, gros facteur confondant, on leur demandait s'ils avaient une exposition solaire personnelle, de loisirs. Si je prends un prof de PS qui passe sa journée sur le terrain de sport à encadrer les enfants, mais qui, toutes les fins de journée ou tous les week-ends, il fait également du sport toute la journée, bon, il va falloir qu'on arrive quand même à faire la part des choses entre est-ce que c'est vraiment lié à sa profession ou est-ce que c'est lié à ses loisirs habituels. Donc ça a été très compliqué à mettre en œuvre. On s'est quand même appuyé sur des grosses études allemandes qui avaient fait les mêmes travaux. On s'est adapté aussi à La Réunion. Et donc globalement, la conclusion de ça, pour être assez bref, c'est qu'on a réussi donc à obtenir 330 patients pour lesquels on a eu l'ensemble de ces questionnaires. Et en prenant en compte différentes variables, différents éléments, que ce soit le coefficient d'exposition, des heures d'exposition, que ce soit le rapport temps professionnel sur le temps de loisir, comme on peut voir sur cette figure, également la localisation en lien avec le travail, parce que si vous avez une personne qui est effectivement sur la côte, mais qui est pas forcément exposée aux UV qui sont renvoyés par la mer, mais ou quelqu'un qui est en altitude à la plaine des Caves, qui est agriculteur, forcément, il ne va pas avoir les mêmes doses d'UV. Donc, on est obligé de prendre en compte ces éléments-là. Et puis, le fait aussi que peut-être qu'il y a des employeurs qui déjà avaient pris les devants et protègent bien leurs employés. Et donc, du coup, peut-être que le cancer cutané qu'ils ont eu, il n'est pas en lien avec ça. Donc, ça va être aussi la localisation éventuellement de la tumeur cutanée. Donc, quand on fait ça, on a essayé de faire, vous savez, des statistiques pour voir qu'est-ce qui était le plus vrai, le plus proche. On a préféré communiquer sur un message, on va dire, le plus pessimiste ou optimiste, ça dépend comment est-ce qu'on le voit, mais en tous les cas, de se dire, allez, on va prendre le seuil le plus bas qui est déjà énorme, 37,7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je vois 3 patients dans ma journée avec un cancer cutané dans mon service, eh bien, il y en a au moins un qui a un cancer cutané en lien avec sa profession. Et je ne sais pas si je vous rassure en vous disant ça, mais je ne vois pas que 3 patients avec un cancer cutané dans le service tous les jours. Donc, c'est énorme. C'est énorme et c'est un vrai signal d'alarme. Ok, parce que justement, j'allais revenir sur ça tout à l'heure. Vous nous disiez finalement les UV, quand on est en altitude, ce ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est sur la côte. Donc, et ça a été pris en compte dans le questionnaire, la localisation en lien avec... C'est ça. D'un point de vue statistique, on a en fait rajouté un indice de pondération pour pouvoir maximiser, augmenter ce risque-là. Voilà. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça doit se baser sur une littérature internationale qui n'est pas forcément très vaste.
sur ce sujet-là. Les Australiens travaillent beaucoup sur la prévention solaire, mais en fait pas forcément sur cette partie-là. Les Allemands ont pas mal travaillé, mais n'ont pas les mêmes index que nous. On a finalement des sommets qui sont parfois un peu plus élevés qu'en Allemagne. Donc c'est ça qui est pas simple et pour lequel finalement on est vraiment pionnier au niveau national sur le sujet. Et donc là, pour vous, à partir de ces données-là, c'était quand même la crème solaire qui restait... Non, ou c'était un focus sur la crème. Là, c'est un focus sur la crème solaire. Hein. Oui, sur cette diapositive-là, effectivement, c'est un focus sur la crème solaire, où on voit que voilà, les gens n'y pensaient pas forcément, que souvent, vous voyez, les barreaux en bas, jaune et bleu, eh bien, est-ce que c'est un aménagement qui est mis en place par l'employeur ? Non, pas forcément. L'employeur ne pense pas forcément à vous informer, à vous donner du matériel de photoprotection. Et ça, je suis convaincu que là, dans les années à venir, eh bien, ça va changer parce que les gens vont en avoir vraiment de plus en plus conscience. Et ce type même de causerie qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est un très bon moyen de pouvoir sensibiliser les gens. Encore une fois, on ne jette pas la pierre. On a énormément de travail à faire tous ensemble, main dans la main, et il faut qu'on y parvienne tous ensemble. Et c'est vrai qu'à nouveau, je remercie vraiment beaucoup toutes les personnes qui ont travaillé autour de ça. Il y a eu beaucoup de personnes. Je pense entre autres au docteur Camille Scalbert, qui est dermato-oncologue, avec qui on a beaucoup travaillé dessus, ou avec Jessica Dumès, qui est médecin à Mayotte et qui fait sa thèse de science sur le sujet, et toutes les personnes de Mission Soleil Réunion. Mais voilà, il y a plein de choses à faire et on va y arriver. Mais du coup, sur ce graphique-là des photoprotections au travail, alors autant la crème solaire très largement, rarement ou jamais, hein, ouais. 85. Après, les vêtements couvrants, les lycras, c'est quand même, alors à chaque fois ou souvent, rarement ou jamais, 65%, il y a quand même... Chapeau à bord large. Mais c'est vrai que regardez, naturellement, quand on va dans les champs de canne et qu'on voit les coupeurs de canne, on les voit régulièrement avec un chapeau à bord large. Donc finalement, c'est ce qui est le plus accepté. Mais c'est que 64% en fait, hein. C'est pas 90% des personnes. Et on voit de plus en plus des ouvriers de l'extérieur avec leur casque. Alors c'est ça aussi, hein, c'est comment adapter notre photoprotection avec le matériel de sécurité. Et donc il existe aussi des choses qui vous permettent d'avoir des casques ou des choses qui restreignent un peu l'angle de vue, mais qui vous permettent de bien vous protéger du soleil. Donc oui, c'est pas trop mal, mais regardez, les vêtements couvrants, c'est 34% et la crème solaire, c'est 14%, donc il y a du mieux. Il y a du mieux à faire. Il y a des marges de progression. Il y a une belle marge de progression, ouais. Ça marche. Et du coup, pour conclure quand même sur la littérature internationale, là vous nous disiez peu de littérature, mais quand même une littérature croissante. Alors ça, c'est les articles, c'est les articles qu'on a publiés, que notre équipe a publiés. C'est vrai qu'en tant que chercheur, c'est des éléments qui sont importants pour nous, hein, parce que c'est à partir de ça qu'on fonde des bases pour pouvoir écrire des essais. On n'aurait jamais pu faire un essai randomisé dans les écoles si on n'avait pas eu 3-4 publications en amont. C'est aussi important de pouvoir communiquer à travers des congrès scientifiques. Donc, en l'occurrence, la semaine prochaine, le travail Pro-UV 974, donc sur la reconnaissance en maladie professionnelle, a été sélectionné au grand oral des internes de dermatologie. Donc, le docteur Clotilde Ferrat va communiquer ouvertement en 3 minutes top chrono sur le sujet. Donc, on en est vraiment ravis parce que ça devient un sujet national finalement en faisant ça. Et puis, le travail pré-Solray, donc sur la partie des essais randomisés des enfants qui vient d'être finalisé et qui est en cours de publication, a été sélectionné aussi en communication orale, donc devant un parterre de dermatologues de toute la France, voire même du monde francophone. Donc, c'est des très belles opportunités pour faire rayonner la Réunion sur ce sujet-là et pour qu'on puisse tous avancer et être vraiment promoteurs sur ce sujet-là. Parfait. Merci beaucoup pour cette émission, puis toutes ces informations donc, sur l'état de l'art et la recherche. Nous vous invitons du coup à nous retrouver sur le site de l'Université numérique de La Réunion pour d'autres émissions sur la prévention des risques et la prévention du risque solaire. Merci, professeur Bertolotti. Merci à vous.